Dans cette vidéo, on va s'intéresser au type de raisonnement qui consiste à interroger une phrase à l'aide d'équivalence. Alors tout d'abord, il faut qu'on se mette d'accord sur ce que signifie ce verbe interroger. C'est la définition que j'ai écrite ici. Interroger une phrase signifie de façon très générale essayer de déterminer quand est-ce que cette phrase est vraie et quand est-ce que cette phrase est fausse. Alors bien évidemment toutes les réponses sont possibles, peut-être que la réponse ça va être que la phrase est toujours vraie ou peut-être qu'en fait elle est toujours fausse ou encore parfois pour une phrase qui dépend de certains paramètres, la réponse ce sera qu'elle est parfois vraie pour certaines valeurs des paramètres et parfois fausse pour d'autres valeurs de ces paramètres. Donc voilà, interroger c'est très général. Maintenant, plus précisément, donc, dans ce qu'on va voir maintenant, interroger une phrase à l'aide d'équivalence, c'est faire la chose suivante. Vous prenez votre phrase, une phrase où à la base, quand vous la regardez telle qu'elle est écrite, il est très difficile de savoir a priori quand est-ce qu'elle est vraie et quand est-ce qu'elle est fausse. Puis ensuite, vous transformez cette phrase en gardant bien évidemment sa signification et de façon logiquement réversible, de sorte que vous pouvez utiliser des équivalences et toujours pouvoir affirmer que chaque phrase est équivalente à la précédente. Pourquoi faire ça? Eh bien, on essaye de faire des transformations les plus habiles possibles pour à la fin obtenir une phrase où là, c'est clair de savoir quand est-ce qu'elle est vraie et quand est-ce qu'elle est fausse. On peut remarquer que contrairement au raisonnement direct, il est hors de question ici de partir d'une phrase qui est vraie. Au contraire, on part d'une phrase sur laquelle on se pose la question de quand est-ce qu'elle est vraie. Donc ça n'a absolument rien à voir dans la démarche. Ensuite, la difficulté de ce raisonnement par équivalence, c'est bien justement de garantir à chaque fois qu'on a bien des équivalences. Or, on l'a vu, c'est très casse-gueule en fait. Il n'y a pas énormément d'opérations pour lesquelles on ne perd pas d'informations. Par exemple, on l'a vu, mettre au carré, on perd de l'information et donc on n'a pas l'équivalence. Appliquer une fonction f qui n'est pas injective, on n'a pas l'équivalence. Combiner des informations, on perd de l'information, donc on n'a pas des équivalences. Donc un raisonnement comme ça par équivalence, il peut être efficace, mais il demande énormément de prudence et de vérification pour bien voir qu'à chaque fois, on peut non seulement aller dans un sens, mais aussi revenir en arrière. On verra en pratique que ça peut être très efficace comme raisonnement, mais uniquement sur des résolutions relativement simples. Voyons tout de suite un exemple simple, ça va nous permettre aussi de parler de la rédaction. Alors ici, on se propose de résoudre l'équation d'inconnu réel S. S divisé par S carré plus 1 est égal à 1 quart. On peut déjà se faire la remarque suivante, résoudre une équation, c'est bien interroger une phrase, puisque c'est se poser la question, pour quelle valeur de S est-ce que cette phrase ici est vraie, et pour quelle valeur de S est-ce que cette phrase ici est fausse. La première remarque qu'on peut faire, déjà, c'est que pour tout S, cette phrase, qu'elle soit vraie ou fausse, a bien du sens, puisque le dénominateur ici, S carré plus 1, est non nul. En effet, il est strictement positif. S carré, c'est positif, donc S carré plus 1, c'est plus grand que 1, et donc en particulier, c'est non nul. OK. Maintenant, cette équation est suffisamment simple pour être résolue par équivalence. Faisons-le. Tout d'abord, on va fixer un S réel. Et puis, comme on va faire un raisonnement par l'équivalence, on va le dire. On y va. La phrase S sur S carré plus 1 est égale à 1 quart. Eh bien, tout d'abord, en multipliant à gauche et à droite par S carré plus 1 et en multipliant aussi par 4, elle est équivalente à 4S est égal à S carré plus 1. J'ai bien l'équivalence. Pourquoi? Parce que j'ai multiplié par 4, et là je peux revenir en arrière en divisant par 4. Et d'autre part, j'ai multiplié par s carré plus 1 qui est un nombre non nul, je peux revenir en arrière en divisant par s carré plus 1. Donc c'est bon, c'est bien une équivalence. Ensuite, eh bien, en faisant tout passer du même côté, je peux obtenir une équation de degré 2. Et là, j'ai gagné la partie. J'étais parti d'une phrase où c'était difficile de savoir quand est-ce qu'elle était vraie ou fausse, et j'ai abouti ici à une phrase où c'est facile, entre guillemets, de savoir quand est-ce qu'elle est vraie ou fausse, parce qu'on connaît la méthode. C'est ce que j'ai fait ici, et on voit qu'on obtient deux solutions qui sont 2 plus racine de 3 et 2 moins racine de 3. Alors pourquoi racine de 3 hein? C'est pas compliqué, c'est parce que racine de 12, c'est racine de 2 fois 2 fois 3. Et ici, ici je peux sortir le 2 au carré de la racine, ça me donne donc 2 racines de 3. Et ensuite, j'ai fait une simplification avec le dénominateur.
Voilà, ça c'est la résolution de cette équation. Maintenant, je peux dire que les solutions de cette équation sont exactement les solutions de l'équation initiale, puisque j'ai procédé par équivalence, et que donc la valeur de vérité de la toute première phrase et la valeur de la vérité de la dernière sont les mêmes. Elles sont vraies en même temps et fausses en même temps. Voilà, et cet argument, je le fais apparaître dans ma rédaction. Autre bonne habitude qu'il faut prendre dès maintenant, et en fait dans toutes les matières scientifiques, puisque là vous mettez en évidence un résultat, le résultat d'une équation, il faut l'encadrer. J'ouvre maintenant une petite parenthèse. Attention, ne surtout pas dire dans ce genre de raisonnement, on a s sur s carré plus 1 est égal à 1 quart. Non, si vous dites on a, ça veut dire que vous affirmez quelque chose. Là, vous n'êtes pas en train d'affirmer, vous êtes en train d'interroger cette phrase. Donc les bons mots à utiliser, c'est certainement pas on a, mais on cherche, on interroge, ou alors on résout. Voilà. À cet endroit-là, j'ai utilisé les mots on a, mais certainement pas pour dire qu'on avait cette phrase qui était vraie. Non, je l'ai utilisé pour dire qu'on avait les équivalences suivantes. C'est donc ces choses-là que je suis en train d'affirmer, le fait que ces phrases sont équivalentes. Nouvel exemple où on va utiliser une série d'équivalences. On veut cette fois-ci montrer la phrase suivante. On veut montrer que pour tout t réel, le quotient t sur t carré plus 1 est toujours inférieur ou égal à 1 demi. Alors en fait, c'est un peu la même situation qu'avant. On est en train d'interroger cette phrase-là, mais pas pour en fait voir quand est-ce qu'elle est vraie, quand est-ce qu'elle est fausse, mais carrément pour montrer qu'elle est toujours vraie. Mais la même technique va également fonctionner. Ce qui va se passer, c'est que je pars ici de la phrase que j'interroge, je fonctionne par équivalence, et avec l'espoir d'arriver à un moment donné à quelque chose qui est vrai. Si jamais j'ai réussi à faire ça, alors par remontée des équivalences, hop, la phrase initiale, je peux affirmer qu'elle est également vraie. C'est cette technique qu'on va faire tout de suite. Allons-y, tout d'abord, bien évidemment, je fixe un t réel et je mets un point, je l'ai fixé pour toute la démonstration. Puis, étant donné que je fais une série d'équivalences, eh bien, je l'annonce. C'est parti. Ma première phrase, c'est donc la phrase que j'interroge et qui m'intéresse, le fait que ce quotient soit plus petit que 1 demi. Et puis, à partir de maintenant, eh bien, en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est de simplifier au maximum cette phrase. Déjà, ce qui m'embête, c'est le fait qu'il y ait un quotient. C'est ça qui fait que la phrase est difficile à démontrer. Donc, je vais essayer de m'en débarrasser en multipliant par ce qu'il faut. Je multiplie tout par 2 et je multiplie tout par t carré plus 1. J'obtiens de façon équivalente l'inégalité suivante. 2t est plus petit que t carré plus 1. Attention, là, il y a des justifications à donner. Ce n'est pas des égalités que j'ai, ce sont des inégalités. Pour avoir cette équivalence-là, il faut que je justifie que les nombres par lesquels j'ai multiplié ou divisé sont des nombres strictement positifs. Et oui, si jamais je multiplie ou divise par un nombre qui est strictement négatif, alors à ce moment-là, ça inverse le sens de l'inégalité. Et enfin, si jamais je multiplie ou divise par un nombre dont je ne contrôle pas vraiment le signe, alors je ne peux juste rien faire du tout. Bon, là, par quoi j'ai multiplié? Par 2, qui est strictement positif, donc je le dis. Et d'autre part, par t carré plus 1, c'est bon, il est bien strictement positif, puisque t carré est positif. Maintenant, je poursuis mon entreprise de simplification. Là, j'ai tout intérêt à tout faire passer du même côté, encore une fois, pour avoir un trinôme de degré 2. Là, la phrase que je suis en train d'interroger, c'est la phrase qui dit que t carré moins 2t plus 1 est positif. Bon, ça sent bon, puisque en fait les trinômes de degré 2, je sais parfaitement étudier leurs signes. J'ai une méthode toute prête dans mon cours de première. Et puis en fait, même là, si on observe un petit peu ce trinôme, il n'y a même pas besoin d'aller chercher ses racines ou je ne sais quoi. Je peux tout de suite reconnaître un carré. C'est le carré de t-1. J'arrive donc à cette phrase par équivalence, le fait que t-1 au carré soit positif. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Mais c'est vrai, bien évidemment que c'est vrai, puisque 1 carré est toujours positif. Donc, ce que je peux dire ici, c'est t carré machin machin est positif, ce qui est vrai. Point. Maintenant, l'élément de langage, c'est par remontée des équivalences, la première phrase est vraie. Ce raisonnement étant valable quel que soit t appartenant à R, puisque au départ j'ai fixé un t quelconque, on a bien démontré que pour tout t appartenant à R, le quotient qui nous intéresse est inférieur à 1 demi. La démonstration est terminée.
Ce raisonnement illustre un grand principe de l'intelligence mathématique qui est parfois, en fait, si jamais tu veux démontrer quelque chose et que tu ne vois pas trop comment partir, essaye de partir précisément de ce que tu veux. C'est ça qu'on a fait dans ce raisonnement. En fait, on est parti de la phrase qu'on voulait démontrer. C'est quand même pas banal. Normalement, c'est pas ça qu'on fait. Normalement, on part de quelque chose que l'on sait et on aboutit à la phrase que l'on voulait démontrer. Et là, on a fait l'inverse, en fait. C'est comme si on avait en quelque sorte tiré un fil, le fil des équivalences, pour arriver à quelque chose de vrai. Et une fois qu'on est arrivé à quelque chose de vrai, bam, on remonte le fil. Voilà, c'est très malin, mais en revanche, c'est également, comment dire, un peu casse-gueule, puisque comme je le disais, le raisonnement par équivalence demande énormément de prudence. Alors, au passage, en fait, maintenant qu'on a fait tout ce cheminement, en partant de ce qu'on voulait et en arrivant ici à quelque chose de vrai, on peut, si jamais on le souhaite, re-rédiger en quelque sorte ce raisonnement en faisant le trajet à l'endroit, c'est-à-dire en partant de ça et ensuite en faisant un raisonnement direct qui aboutit à ça. Regardez, je l'ai rédigé ici. Autre rédaction possible, donc je fixe un T. Et puis, je pars de ça, voilà, T-1 au carré est positif, ça c'est vrai. En disant on a, bah oui, on a ça, on peut dire, on peut affirmer qu'un carré est toujours positif, et en faisant un raisonnement direct avec donc. Vous voyez ici que ce que je fais en descendant ici, c'est exactement les mêmes opérations que celles que j'avais fait à l'envers dans mon raisonnement précédent pour arriver à cette conclusion ici. Bon, peut-être que certains d'entre vous vont trouver que c'est mieux de le faire à l'endroit. Moi, personnellement, je ne trouve pas du tout que c'est mieux. Pourquoi? Parce que cette rédaction, elle est extrêmement, comment dire, elle semble astucieuse. Pourquoi est-ce qu'on part de ça au départ du raisonnement? En sachant qu'on veut obtenir ça, on se dit que partir de ça, c'est un petit peu tirer du chapeau. Bon, c'est ce qu'on peut reprocher à ce raisonnement. En fait, quelqu'un qui écrit ce raisonnement de cette façon-là a l'air d'être extrêmement astucieux, alors que, en fait, ce qui s'est passé, c'est pas ça du tout. C'est qu'il l'a fait à l'envers. Donc, moi, mon avis personnel, c'est que si jamais tu l'as fait à l'envers, eh bien, écris-le à l'envers exactement comme tu l'as fait, et ce sera beaucoup plus clair pour n'importe qui. Par exemple, si moi, je rédige une solution, d'un exercice à l'attention des élèves, ça ne me viendrait jamais à l'esprit de le rédiger de cette façon-là. Sinon, un élève peut me dire « Mais attendez, monsieur Giraud, comment vous avez eu cette idée? C'est absolument pas naturel comme façon de procéder. » Alors qu'en le faisant de cette façon-là, bah là, c'est parfaitement naturel. On part de ce qu'on veut et ensuite, on simplifie au maximum. De façon générale, en mathématiques, lorsque vous lisez un raisonnement et qu'il vous semble extrêmement astucieux, c'est dans 99% des cas que la personne qui vous le présente ne vous le montre pas tel qu'elle l'a fait. Elle l'a fait probablement dans un autre sens, avec un autre cheminement, et a posteriori, elle l'a mis dans ce sens-là qui semble astucieux. Une remarque logique aussi qu'on peut faire, et une remarque très importante dans ce raisonnement, c'est que si je regarde là les équivalences que j'ai mises, en fait, le seul sens qui est utile dans ma démonstration, c'est pas du tout celui-là, c'est uniquement la remontée. Puisque à la fin de la démonstration, je dis que cette phrase-là est vraie, et donc je remonte les implications dans ce sens-là, dans le sens de la remontée. Donc ça aussi, ça me permet, si je le souhaite, d'écrire la démonstration autrement. Il est tout à fait possible d'écrire un raisonnement par implication en écrivant les implications dans ce sens-là. Il n'y a pas de problème. En fait, même ça porte un nom, ça s'appelle un raisonnement par condition suffisante. En fait, en français, on le traduirait de cette façon-là. On dirait pour que cette phrase soit vraie, il suffit que cette phrase soit vraie, et elle-même pour être vraie, il suffit que cette phrase soit vraie, et elle-même pour qu'elle soit vraie, il suffit que cette phrase soit vraie. Or, cette dernière phrase est vraie, donc par condition suffisante, la première phrase ici est vraie. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous montrer l'efficacité, la puissance du raisonnement par équivalence sur un cas que je trouve rigolo et où on aurait du mal, en lisant l'énoncé, de se dire qu'on va le résoudre avec des équivalences. Imaginez que vous voulez comparer les deux nombres qui sont ici. Les comparer, ça veut dire savoir lequel des deux est plus grand que l'autre. Eh bien, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez interroger la phrase selon laquelle le premier est plus grand ou plus petit, peu importe, que le deuxième. Mettons ici que je souhaite interroger cette phrase-là. Et vous l'interrogez en utilisant des équivalences, puis vous cherchez à la simplifier. Alors par exemple ici, je peux me débarrasser de la fraction en multipliant tout par 2, ça me donne cette chose-là. Et puis ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais isoler racine de 7.
Donc ça me donne cette chose-là. Et puis ensuite, eh bien, je peux passer au carré. Ce sont des nombres strictement positifs, donc il n'y a pas de problème. Et ça me donne que 7 est plus grand que 9. Ça y est, maintenant, je me pose la question, cette phrase est-elle vraie ou est-elle fausse? Eh bien, cette phrase est fausse, bien évidemment. 7 est strictement inférieur. Donc ici, je peux dire cette chose est fausse, ce qui est faux. Donc, par remontée des équivalences, la première phrase était fausse. Dire qu'elle était fausse, ça voulait donc dire que eh bien, celle qui est vraie, c'est celle-ci. Et donc, 1 plus racine de 7 sur 2 est strictement inférieur à 2.